progression commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour à tous et bienvenue dans Récup Active. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, je vous invite vraiment à commencer par là parce qu'aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin. Dans l'épisode précédent, on a posé les bases avec Léo et Lucas, ce qu'est une plateforme de force, comment bien tester et les tests isométriques. Aujourd'hui, on passe un cap, on va voir comment interpréter ces données en profondeur, comment éviter les pièges et surtout comment les transformer en décisions concrètes sur le terrain. Parce qu'entre mesurer et comprendre, il y a un monde. Léo et Lucas, on repart. Merci à tous les deux les gars de revenir dans le podcast. Rapidement, est-ce qu'on peut faire un petit point du coup sur les tests isométriques qu'on avait abordés dans l'épisode précédent et continuer d'aller en profondeur sur les métriques que vous utilisez pour chaque test? Pour les données à utiliser, finalement, il faut revenir à la base. On a parlé de quoi lors de l'épisode précédent? Il y a deux domaines de force qu'on peut évaluer sur des isométries maximales. Donc, il y a la force isométrique maximale et la force explosive. Même si on avait vu que le terme n'était peut-être pas le meilleur. Mais du moins, la capacité à monter en force lors d'une tâche isométrique. On commence avec la force maximale isométrique. Il n'y a pas beaucoup de données différentes là-dessus. C'est simple, c'est le pic de force. C'est vraiment le pic de force. Maintenant, il y a pic de force et pic de force. Et j'ai même envie de dire qu'il y a aussi pic de force. Dans le sens où tu peux le prendre net ou tu peux le prendre brut. Ça va être pareil pour les autres données également. Brut, ça veut dire qu'on va vraiment prendre... Le gars, il a produit 8000 newtons, c'est 8000 newtons. On prend en compte le poids du corps et on n'enlève pas le poids du corps, on n'enlève pas la baseline. Tu peux prendre aussi le pic de force net, et net de deux choses. Tu peux avoir une variation où tu enlèves finalement des 8000 newtons le poids du corps. Par exemple, si le mec il pèse un peu plus de 80 kg, ça va être équivalent à peu près à 800 newtons. Donc finalement, on serait plus sur du 8000 newtons, mais son pic de force net, ce sera du 7200 newtons. Et tu peux prendre aussi net en enlevant la baseline. Là, on a vu que nous, on essaye d'appliquer à peu près 7% de prétention. Donc là, par exemple, je te dis une bêtise, ce serait plus du 7200, ce serait du 7150 parce qu'on enlèverait encore un petit peu. Donc on viendrait finalement standardiser de cette manière-là. Il y a une deuxième variable, donc on peut prendre net brut, et à l'intérieur de net et de brut, on peut prendre en absolu ou en relatif. Lucas, il en avait parlé la dernière fois, c'est simplement qu'en fait, sport de collision, à un moment, quand les gars ils vont se rentrer dedans, il n'y en a pas un qui va dire, celui qui produit le plus de force, ouais mais moi je produis le plus de force en relatif. Il ne va pas te demander. Hein. Donc, c'est à un moment, 8000 newtons contre 5000 newtons, c'est 8000 newtons qui gagnent. Peu importe si l'autre, c'est 14 fois son poids de corps, ou si l'autre, tandis que l'autre, c'est 10 fois son poids de corps. Par contre, quand tu viens sprinter, quand tu viens sauter, quand tu viens rebondir, quand tu viens décélérer, changer de direction, la seule contrainte de force, la principale, c'est la gravité. Donc, finalement, le seul élément que tu dois vaincre, c'est ton poids du corps. Et c'est la gravité qui s'applique dessus. Donc là, le relatif, il fait davantage de sens. Donc finalement, on a ces différentes variations. Je rebondis juste là-dessus, parce que relatif absolu, il y a une autre limite, c'est que quand on vient comparer des athlètes entre eux, on le fait sur du squat, on peut le faire très bien, si on compare en relatif, même si c'est des postes différents, on va avoir tendance à favoriser les légers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un mec qui fait 120 kg, en relatif, tu es beaucoup moins fort que celui qui en fait 80, parce que la relation entre le poids et la force, elle n'est pas linéaire. C'est pas plus je suis lourd, plus je suis fort. Ça, c'est vrai, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça plafonne. C'est-à-dire que ce n'est pas purement linéaire, ce n'est pas une relation qui se tient tout le temps. Au bout d'un moment, cette relation, elle est de moins en moins importante. Et ça, c'est important à comprendre. C'est que plus tu es éloigné de la personne à qui tu te compares, plus le fait de te passer en relatif à ton poids de corps va être délétère pour toi. Donc il faut faire très attention. Moi j'adore faire ça, mettre en relatif. Et des fois je dis au mec, regarde, tu fais le malin, mais au final, par rapport à mon petit ailier de 80 kg, t'es à la ramasse. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai, puisque c'est pas proportionnel. Donc il faut faire très attention à ça. Il faudrait normalement multiplier par d'autres facteurs. Et ça existe dans la science, hein. Il y a d'autres facteurs de corrélation qui permettent de ne pas diviser par le poids de corps, mais diviser par un coefficient qui fait que c'est un peu plus juste. Allométrique. Allométrique, exactement. Et du coup, c'est un petit peu moins faux
d'utiliser un facteur plutôt allométrique que de faire juste diviser par le poids de corps. Ça marche, et c'est vrai, parce que nous, on entraîne un sport, et il y a d'autres sports, mais où il y a des écarts de poids. Actuellement, j'ai un joueur qui est en prêt. Mon joueur le plus léger, il fait 72 kg, lui, il fait 140. Donc, si tu veux, c'est x2. Ouais. Donc, évidemment, je ne peux pas les comparer en disant, tiens, j'ai divisé par le poids de corps, c'est bon, je vais vous comparer. Sans parler de est-ce que j'en ai besoin sur le terrain, tout ça. Rien que ça, attention à ça. Je te relance sur le... Il a totalement raison. Je ne l'avais pas précisé parce qu'en fait, moi, ça m'arrange. Je suis comme ça. Donc, si tu veux, quand je me compare aux mecs, quand je me compare aux joueurs, moi aussi, tu vois, je fais le mariole. Parce qu'en fait, je leur parle du relatif. Eux, ils ne savent pas forcément que la relation n'est pas linéaire. Donc, du coup, je peux dire que je suis plus fort que les mecs, alors que ce n'est pas vrai. Non, plus sérieusement, comment on va choisir net ou brut? On parlait la dernière fois du 30-30. Quand tu viens peser le système avec ton talon sur la plateforme, ton tibia, il est parallèle au sol. Donc finalement, dans cette position, tu n'as pas aucune tension musculaire parce que sinon ta jambe perd l'angle au niveau du genou, etc. Mais là, tu vas tester la force de la chaîne poste. Là, tu appliques quasiment zéro force dans la chaîne poste. Donc là, par contre, il faut que tu prennes du net. Parce qu'en fait, la force que tu vas mettre au début du test, finalement, il n'y a pas de force. Alors que par exemple, sur un test comme le bell squat, squat iso, etc., quand tu vas te mettre en position, cette position où tu vas faire le test, mais avant de démarrer, finalement, tu la produis, cette force déjà. Tu vois, en fait, tu produis la force suffisante pour supporter tout le poids du corps au-dessus des genoux. Donc finalement, tu peux te dire, celle-là, je peux la compter puisque elle va en faire partie des forces que je vais devoir vaincre. Et finalement, je produis déjà de la force dans cette position. Même si tu prends le net, il n'y a pas de problème là-dessus. On a dit qu'on ferait court là-dessus. On a parlé de la force maximale isométrique. Là, la force, la capacité à produire rapidement de la force sur un test isométrique. C'est la même chose sur les données de force, mais il y a différents instants. De suite, on parlait la dernière fois du concept de RFD, Rate of Force Development, le taux de montée en force. Ça, c'est un concept. Mais il y a les données de RFD également. Donc, c'est la force divisée par le temps. Et il y a différentes manières de calculer ça. La donnée, elle me plaît un peu moins parce que la donnée, elle a plus de variations. Tu as aussi les données d'impulse. Là, c'est pas la force divisée par le temps, c'est la force multipliée par le temps. Donc, c'est un petit peu l'air sous la courbe. C'est des données qui ont des coefficients de variation qui collent un petit peu avec ce qui est avec les forces à différents instants. Donc, pas les données de RFD. Donc, c'est souvent déjà plus reproductible. Mais finalement, j'ai toujours tendance à pencher vers les données de force à différents instants, mais sans transformation. On parlait que les plateformes de force, ça connaît simplement la force et le temps. Mais moi, je veux connaître quelle est la force à 50, 100, 150, 200 millisecondes. Maintenant, je t'en ai donné 4. Comment on choisit? Parce qu'on veut illustrer un domaine de force. Donc, autant pour la force maximale isométrique, on va choisir une des variantes qui fait sens pour nous. Autant là, il faut en choisir une également. On ne va pas en choisir 4 ou plus de différentes. Ça fait pas de sens. À un moment, il y a beaucoup de données. Tu peux faire une contraction de 3 secondes et avoir 100 données qui sortent. C'est barjot. Mais il faut quand même choisir 2 domaines de force, 2 données. Donc, si on prend le spectre de 50 à 200, plus tu vas être vers 50, moins ça va être reproductible. Plus il va y avoir des coefficients de variation élevés. Plus tu vas vers 200, plus c'est reproductible. Donc, du coup, on prend 200. Pas forcément. Parce qu'il y a autre chose. C'est que plus tu vas vers le 200, plus la force à 200 millisecondes, elle est proche du cluster, si tu fais des corrélations un petit peu, des analyses par cluster, du pic de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force à 200 millisecondes, elle est expliquée par le pic de force. Elle est dans le même cluster. Mais ça dépend des tests, ça dépend aussi des personnes, etc. Une personne qui est typée fibre lente, peut-être que 200 millisecondes, ça explique déjà un domaine de force différent, parce que le mec fait du trail ou quoi, alors que la force à 200 millisecondes pour un sprinter, c'est beaucoup trop proche du pic de force. Il y a plus de 50% de variance partagée. Donc finalement, tu vas utiliser 2 données différentes, mais qui vont expliquer la même chose. Elle évolue trop avec le pic de force. À partir de 150, c'est déjà mieux. Donc moi, j'ai toujours tendance à regarder un peu plus 150, d'autant plus que
si je parle là, c'est pas forcément un temps de contraction, on pourrait parler de temps de contraction musculaire également, mais souvent, ce qui se fait dans les activités, quand tu cours 150 millisecondes, c'est des temps de contact que tu retrouves sur de la vitesse. Tu peux retrouver des temps de contact de 100 millisecondes ou inférieurs sur des sprinters, mais qui vont très vite, tout ça. 150 millisecondes, c'est un temps de contact qui me parle, et je trouve que ça fait du sens de savoir quel est ton niveau de force à 150 millisecondes. Ensuite, tu peux regarder les deux. Tu peux regarder avec ton pic de force. Tu peux regarder ta force à 150 millisecondes en pourcentage du pic de force pour savoir. Il faut que tu prennes un peu plus bas du coup. Exactement. Okay. Mais si après, pour terminer avec les isométries, on bascule vers le côté entraînement et quelles décisions on prend sur la base de ça. Tu peux regarder la force à 150 millisecondes en pourcentage du pic de force. Tu peux prendre aussi, finalement, tu as des valeurs normatives sur chacun des deux et tu vas regarder, il est à 9 sur 10 en termes de notes sur le pic de force, mais il est à 6 sur 10 sur la force à 150 millisecondes, donc j'oriente peut-être davantage vers là. Et tu peux regarder aussi sous forme de cadran, et c'est ce qui parle le plus avec tous tes joueurs qui sont un petit peu sur des différents points. À la verticale, tu auras le pic de force, et à l'horizontale, tu auras la force à 150 millisecondes. Tu peux inverser, mais c'est souvent ça qui parle un petit peu plus. Moi, on parlait de beaucoup de données, mais finalement, j'en ai sélectionné 2 pour 2 domaines de force différents. Et après, j'ai un système qui est plutôt simple. C'est très simple. D'abord, ma première question, c'est est-ce qu'il est assez fort ? Je ne peux pas te donner de données précises puisque ça dépend du sport, etc. Mais une fois que tu arrives à définir des données dans le sport en question, tu peux te dire est-ce qu'il est assez fort ? Relatif, absolu, brut ou net ? La réponse, c'est non. Je vais mettre l'emphase là-dessus. Parce que je sais que dans tous les cas, tu ne pourras pas être, entre guillemets, produire beaucoup de force dans les premiers instants si déjà tu n'es pas assez fort. Il faut lever ces 2 stratégies. Il faut que tu lèves ton plafond. Il faut que tu mettes le ciel un petit peu plus haut pour après créer une marge. Et souvent, en fait, quand tu es faible, tu viens de tirer le plafond, mais ça vient de tirer un petit peu l'expression à monter en force rapidement. Ça vient de tirer ça avec. Après, passer un moment, ça monte plus trop avec. Il y a une décorrélation. Ouais. Exactement. Donc là, si ma réponse à ma première question, c'est est-ce qu'il est assez fort ? C'est oui. Ok. Deuxième question, là, je vais regarder la force à 150 millisecondes. Est-ce qu'elle est assez élevée ? Oui. Bon, il est fort, il produit la force rapidement. C'est une Formule 1, quoi. C'est une Formule 1. Donc là, quelle stratégie je fais ? Est-ce que je fais un 50-50 ? J'entraîne les deux de la même façon ? Est-ce que j'entraîne davantage la capacité à produire la force rapidement parce que c'est celle qui va le plus transférer ? Est-ce que j'alterne entre les blocs, les dominances ? Ça, c'est propre à chacun. La stratégie de programmation, etc. de chacun. Maintenant, la réponse, c'est non. Ça veut dire qu'il a un plafond qui est très haut, mais que son expression, sa capacité à monter en force, elle est vraiment trop basse. Donc là, je ne vais pas me poser 50 questions. Je peux mettre l'emphase là-dessus, sur le pic de force, sur la force maximale, mais finalement, ça ne va pas créer de transfert. Je vais essayer de ramener un petit peu le plancher vers le plafond. Donc ça, c'est principalement les éléments qu'on va regarder pour prendre des décisions. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on... on essaye de voir, de créer ces données sur les gars qu'on a qui sont testés à l'heure actuelle dans les études qu'on fait. Et j'en profite pour terminer là-dessus. Toutes ces études, elles ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas Jules Montagne qui est à l'université de Saint-Étienne, qui fait un énorme boulot là-dessus. Et notamment, c'est le dernier aspect, c'est un petit peu sur la représentation des données. Parce qu'à un moment, les données, tu les as, mais en même temps, il faut une bonne représentation, il faut des cadrans, il faut des choses comme ça. Et il faut bien tester les mecs si on veut des bonnes données, tout ça. Et tout ça, c'est le gros boulot de Jules qui fait vraiment du gros travail là-dessus. Et je pense que vous attendrez parler de lui dans pas longtemps. Jules, si tu nous écoutes. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Léo, comme ça après on finit avec l'ISO. Alors c'est vrai que pour l'instant on a beaucoup parlé, on a défini au début, il y a des tests poly et mono-articulaires. Quand tu fais du mono-articulaire sur de l'isométrie, les données de force précoce, même les 50 millisecondes, c'est beaucoup plus facile d'avoir des données propres que sur du polyarticulaire. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé pendant le premier podcast. Moins de coordination intramusculaire à gérer, moins de slack, puisque moins de tissus moins d'articulations différentes et donc moins de tissus à gérer. Ça, c'est clair. Et du coup, il faut bien comprendre que dans certains aspects, là, on parle de performance. Je pense que le 150, c'est très bien. Après, dans les aspects de rééducation, regardez du 50.
et regarder du 150, c'est deux choses différentes. On sait que le early, le 50 millisecondes est beaucoup plus relié au système nerveux central. Donc si je passe à, je sais pas, je me suis fait opérer d'un ligament croisé, j'ai une AMI, l'inhibition et tout, ça va être très intéressant. Je dis ça parce que j'ai des collègues qui le font, pas parce que c'est pas utopique. Si tu veux, tu vois quelqu'un comme Mas, dans le suivi de ses athlètes, en rééducation, c'est un des facteurs qu'il va regarder. Et il y a une différenciation et une décorrélation entre les deux. Et tu peux avoir quelqu'un qui a bien récupéré son 150, mais pas du tout le 50. Ou inversement. Mais sous condition, comme on le dit depuis le début, que les deux aient un coefficient de variation et que la métrique soit fiable. Mais si on part de ce principe-là, c'est quand même deux choses différentes. Sur la performance, je me poserai plus de questions. Tu vois, là, on est resté simple et je pense que c'est très bien. Mais je ne me contenterai pas là-dessus si j'ai la possibilité d'avoir la donnée propre sur de la rééducation. Je m'arrêterai pas à 150 et je viendrai vers du 50. Et pour moi, du 50 sur du polyarticulaire, c'était impossible. Ce qu'on a dit dans le premier podcast, c'est que sur la chaîne post, là, pour l'instant, j'ai des trucs assez fiables. Peut-être que c'est celui-là qui sera le plus corrélé à la perf. Et là, il faudrait se poser d'autres questions. Donc, c'est garder ce qu'a dit Léo. C'est une énorme base et pour moi, c'est ce qu'il faut faire dans la perf. Par contre, si vous partez dans de la réduc et vous avez les outils pour et la standardisation et ainsi de suite, on peut aller encore plus loin. Vous voyez, on peut toujours aller plus loin. On a fait ceinture blanche, ceinture jaune, et on peut aller ceinture noire et aller chercher dans le RFD, le early et le late, et du coup interpréter ça différemment. Il y a pas mal d'études là-dessus. Il y a plein d'équipes qui bossent là-dessus aussi. Mais c'est très dur à mesurer. Et si tu veux aller au-delà de la ceinture noire, tu as dit le mot qu'il fallait, c'est Massamba. Il faudra qu'il vienne ici d'ailleurs. Massamba, pareil, si tu nous écoutes. Si tu viens prendre la force à 150 millisecondes, tu vas avoir la photo juste à un instant. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui s'est passé après. Maintenant, je te garantis, si tu t'es pas allumé dès le début, à 150, ce sera pas bien haut. Maintenant, c'est vrai que Massamba, il m'a fait réfléchir. Les données d'impulse, elles sont bien souvent reproductibles. Des fois, c'est même celles qui sont le plus reproductibles. Moi, je suis plus impulse. Et l'impulse, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont du mal à se le représenter, là on a dit c'est la force fois le temps, donc finalement c'est la force moyenne que tu as produite sur la période concernée, donc par exemple de 0 à 150 millisecondes, donc ça ne va pas prendre la photo juste de 150, ça va prendre aussi ce qu'il y a avant. Et l'impulse c'est l'air sous la courbe, donc c'est vraiment ce que tu as été capable de produire. Donc là il faut le regarder davantage aussi, c'est du net quoi. Et Massamba il me dit, moi j'aime bien l'impulse, parce qu'en fait, des fois tu peux avoir des personnes qui sont haut à 150, mais ça ne s'est pas vraiment activé avant et ils ont été très bien peut-être à partir de 100. Et donc finalement, ils ont rattrapé un peu ce qu'ils avaient avant. Et ça, tu vas pas le voir. Même si la courbe, quand tu la regardes comme ça, un peu de loin, elle fait vraiment ça. Et non, justement, tu le vois pas. Okay. Mais lui, il me dit, l'impulse, ça, c'est pas mal parce que ça englobe tout. De 0 à 150, si on prend cette fenêtre-là. Donc... il va falloir que je m'y penche un peu plus parce qu'il m'a posé une colle là, tu vois. Et après, on en reparlera pendant le prochain podcast. Ouais. Et peut-être que la variabilité sur une mesure aussi, ça peut être un indicateur. Est-ce que tu es capable de faire une fois le bon RFD ou 20 fois de suite, indépendamment? C'est-à-dire que quand tu es blessé, on se rend compte que tu es capable de faire des bonnes perfs, mais il te faut 20 essais et que tu as une variabilité entre les essais qui n'est pas due à la variabilité du test en elle-même, mais au fait que tu n'arrives pas à reproduire. Donc la variabilité, c'est aussi un facteur chez un sportif. Être capable de faire 3 fois la même performance de suite, c'est un indicateur que le mec est performant. Si tu fais une fois le pic, mais qu'en match on te demande 10 fois, il faut être capable de le faire 10 fois. Donc ça, c'est un des indicateurs. Dans de la blessure, c'est encore plus vrai. Et là, tu vois, au labo, pour en parler d'eux, Chloé et Mika, là, ils bossent avec Brice Picot, tout ça. Ils bossent sur le lien avec la rééducation pré et post LCA sur du RFD d'extension de genou et sur de l'endurance de RFD. C'est-à-dire que tu peux très bien faire aussi à quel point tu maintiens du RFD. Là, on parle loin, on parle d'autres choses, mais on voyait qu'on peut aller très très loin dans des concepts. Déjà, rien que faire du RFD, c'est déjà très bien. Enfin, du RFD, de la force explosive, pardon, parce qu'on a un but de langage entre un concept et une métrique, donc faire de la force explosive et faire de l'endurance de force explosive, comme tu peux faire de l'endurance de force max ou de l'endurance de puissance, que je fais un petit peu dans la test. Tu vois. Et du coup, ça fait un peu la transition sur le dynamique et tout ce qui se passe. On peut attaquer sur le dynamique. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux tests dynamiques? Moi, je vais reprendre la logique de Léo. On est parti de ce papier dont j'ai plus le nom, mais qui présente bien les différents domaines de force. Travaux de Lachlan James et Marie-Claire Génaud. Voilà. Très bien, il a révisé avant de venir, pas moi. Bien sûr. Et du coup, dans ce travail-là, on va s'intéresser à la force réactive et à la force dynamique rapide. En gros, ça va être les deux gros autres facteurs. Donc, on va avoir des patterns de saut différents. Donc on va avoir par exemple, on va prendre la base, celui qui a le moins d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc par exemple, il va limiter le cycle étirement raccourcissement. Exemple, le squat jump. Squat jump, début sans mouvement, stable,
en position de flexion, baseline, et là on en reparlera, enfin on est tout de suite hyper importante, sinon c'est pas un squat jump, et je fais que la poussée. Après on va retrouver le CMJ, qui là où tu as un aspect excentrique, et donc tu commences à avoir un cycle d'étirement en détente, et pas que, tu commences à avoir des composantes de RFD où tu améliores la force explosive, où tu améliores la mise en tension du système, donc on en discutera des deux. On va dire que c'est la famille plutôt force dynamique rapide, même si le CMJ c'est plutôt le test de référence et le squat jump un test annexe. Bien évidemment, on peut faire les deux à une jambe, et ça nous donne d'autres informations, vraiment. C'est-à-dire que tester le système de manière globale pour la perf, c'est très bien, mais tester aussi l'asymétrie qu'on peut avoir entre les deux, et parfois on ne voit pas une asymétrie sur un CMJ, on le voit sur un CMJ une jambe, et à l'inverse, des fois il n'y a pas d'asymétrie à une jambe, et on le voit sur la répartition, la stratégie motrice sur un CMJ. À 2 jambes. Et c'est là où des fois je suis pas d'accord. On discutait la dernière fois avec Fred, et Fred il me dit, Marceau, il me dit, moi le CMJ, la symétrie je la regarde pas, entre guillemets, ça m'intéresse moins. Et je m'intéresse plutôt à la comparaison droite-gauche. Sur la performance, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est cette asymétrie-là. Et encore, si le mec s'organise mal sur les deux jambes, c'est quand même un indicateur de plein de choses. Et moi, je commence toujours par le CMJ. Donc on va dire que ça, c'est la première grande famille. Et ça, c'est plutôt force dynamique rapide. C'est ça, même si, attention, CMJ et CMJ une jambe, c'est souvent mis ensemble. Mais, et notamment, par exemple, on vient regarder aussi l'effet du déficit bilatéral, parce que tu vas sauter plus haut à une jambe qu'à deux jambes si tu divises par deux la performance à deux jambes. Mais là où il faut faire attention avec ce test, c'est quand tu passes à une jambe, tu n'es plus au même endroit en termes force-vitesse sur la courbe. Tout à fait. Et donc attention, parce que en fait, du coup, vu que tu es plus du côté... Parce que finalement, ta jambe, elle doit vaincre quand même le poids de tout ton corps. Alors que quand tu es sur deux jambes, tu viens quasiment diviser par deux. Donc finalement, tu n'es plus au même endroit. Donc est-ce que tu peux vraiment comparer deux tests qui ne vont pas se situer au même endroit au niveau force-vitesse? Comme tu es plus du côté force à une jambe, tu as plus de temps pour créer ton impulsion, ton impulse, parce que c'est ça qui vient déterminer la hauteur de saut, c'est l'impulse momentum, c'est la vitesse au décollage. Et comme tu as plus de temps, tu vas sauter plus haut, mais tu vas mettre aussi beaucoup plus de temps. Donc finalement, est-ce qu'on peut comparer les deux? Donc ça, il faut faire attention, on n'est pas vraiment dans la même zone pour ces deux tests. Alors qu'un test ISO, tu peux le faire en bilatéral, tu peux le faire en unilatéral, tu vas être au même endroit de cette relation-là. Donc il faut être modéré quand on vient comparer un CMJ une jambe, un CMJ deux jambes, et on vient comparer les deux et on va se dire, par exemple, moi, je vois un gros déficit bilatéral, du coup je vais faire sauter les mecs qu'à une jambe, parce que si je fais x2, ils vont bien plus haut que ce qu'ils peuvent atteindre en deux jambes. Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, par contre, c'est vrai, et à la fois, c'est pas grave, parce que même si on n'est pas dans le même spectre force-vitesse, on reste du même côté. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais ta relation force-vitesse, que ce soit un squat jump ou un CMJ, si on regarde les puissances moyennes, on en parlera tout à l'heure des métriques, on reste un peu sur le dynamique là, si on fait notre relation, le milieu de ta relation, c'est le saut au poids de corps. Donc, que tu fasses un saut au poids de corps à une jambe ou à deux jambes, le de une jambe, tu seras plus du côté force, mais au final, tu es toujours du côté force. Tu n'as pas basculé dans un autre domaine. Alors, le CMJ, tu es pile au milieu, tu es en puissance, tu bascules du côté force avec le une jambe, mais tu n'es pas du côté vitesse, tu n'es pas deux moments opposés. Tu vois, c'est comme faire un comparatif entre un isocinétique à 60, 90 et 240 degrés secondes. Tu te dis, je suis allé vachement plus vite, j'ai testé d'autres qualités. Tu testes la même qualité. C'est très clair. Là, il y a le papier de l'équipe de Chambé qui sort là-dessus. Tu compares les mêmes choses. Tu as l'impression mais ça va tellement plus vite. Tu vois, dans les papiers, dans les manips qu'ils ont fait, ils vont à 600, 800 degrés secondes. Okay. On teste autre chose. Là, on teste une autre qualité. Donc, je rejoins Léo. Tu peux pas directement comparer, faire attention, parce que tu es dans un autre domaine, mais tu n'es pas non plus très éloigné. Et encore une fois, le problème, le côté vitesse, on ne peut pas trop le mesurer. Parce qu'il faut se délester. Et après, comment tu te délestes, tu ne sais jamais de la même manière que tu as un élastique ou un Swiss ball. C'est très compliqué d'avoir toujours le même délestage, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première famille de tests, on va dire, c'est squat jump CMJ, avec les variantes uni et bilatérales, on va dire. Et après, il y a la famille qui nous permet d'évaluer la force réactive. Et là, on va les différencier en temps de contact ou en dominante au niveau des articulations utilisées. Exactement. Donc tu vas avoir le drop jump, d'accord, qui est je me laisse chuter avec la consigne d'aller le plus haut avec le temps, le contact le plus court possible. Et là, on peut en débattre pendant 2 heures parce que c'est très compliqué. Tu vas avoir dans la même logique le 10-5 RSI,
mais qui testent au final à peu près la même chose. Tu as peut-être un petit peu moins de flexion de genou, et encore, ça se discute par rapport à la hauteur de drop d'un drop jump. Donc, tu vas faire un 10-5 RC, tu vas faire 10 sauts de suite. D'accord? Et tu vas prendre les 5 meilleurs de ces sauts-là. Et après, tu vas avoir des dominantes avec des temps de contact plus courts, où on va enlever, où on va diminuer notamment. Alors, déjà, sur la différence entre un drop jump et un CMJ, drop jump, beaucoup moins d'articulation de la hanche. On va dire que le CMJ, c'est genou, hanche, cheville. Un drop jump, on enlève déjà, même si c'est une autre qualité de force, on enlève la dominante de hanche. On est très genou, cheville. Et le foot ankle rebond, que par exemple a remis en lumière, parce que ça existe depuis un moment, mais a remis en lumière Romain, là on est beaucoup plus sur le complexe pied-cheville. Et du coup des temps de contact plus courts et une articulation encore en moins. Donc si tu es dans un optique de rééducation, tu peux te dire choisis le test pas par rapport au domaine de force. Attention, tu as quand même changé de domaine de force. Mais pas forcément par rapport à ça, mais par rapport à ce que je veux tester. Je me suis pété la cheville, je veux tester la cheville. Je me suis pété le LCA, je veux tester le LCA. Ou l'ensemble des trois. Ou chaque compartiment différencié. Oui, il y a le biais des différents facteurs de force, domaine de force, mais en même temps, tu as sélectionné par rapport à l'articulation qui t'intéresse. Et la finalité, donc c'est ce foot ankle rebond qui est très cheville, on va dire. Okay, et tout ce spectre-là, il a des intérêts et des inconvénients, en fonction de si je veux être spécifique dans l'un ou dans l'autre. On prend l'exemple de la différenciation entre les deux grandes familles, avant même de rentrer dans les familles. Tu dis, est-ce que c'est mieux, est-ce que dans ma spé, c'est plus intéressant de faire un CMJ ou de faire un drop jump? Il y a une étude que j'adore qui a été faite sur des collégiennes, des lycéennes, lycées américains, lycées au volleyball. Et ils font, ok, qu'est-ce qui nous intéresse? Ils disent, la personne qui est au filet... Attends, déjà, lycéenne au volleyball aux US, c'est du haut niveau. Oui, pardon. Enfin, voilà, pardon. C'est pour ça que je me suis repris. C'est pas la lycéenne, autant pour moi, dans le cadre français, ou qui fait 2 heures de PS par semaine. NCA et tout le bordel. Voilà, okay. C'est des athlètes. C'est des athlètes. Voilà. C'est du volley de très haut niveau. Et donc, première chose, ils se disent, ok, les filles qui sont au filet, elles n'ont pas d'élan. Elles sautent et elles contrent. Donc ça s'apparente à quoi? C'est pas de la pliométrie percutée, il y a ce mot-là aussi qui est un peu utilisé. Il y a un cycle étirement détente, est-ce qu'on parle de pliométrie ou pas, c'est un autre débat. Mais il y a un cycle étirement détente qui est assez long, qui n'est pas percuté, il n'y a pas de pré-tension, d'accord? Tu sautes pas et tu rebondis, donc c'est pas réactif, tu sautes et tu contres. Donc c'est le CMJ qui va être notre élément de test. À l'inverse, celle qui vient pour se matcher, qui court, qui sprint, il y a une transition horizontale, verticale, on peut rentrer dans plein de trucs, mais elle vient utiliser plutôt la force réactive. Donc on va avoir 2 niveaux, 2 tests différents, intéressants pour 2 situations différentes dans un même sport. Donc on peut se dire, ok, je choisis comme ça. Et ce qui est impressionnant et ce qui est intéressant, c'est qu'ils entraînent les filles dans différentes manières. Donc certaines que en pliométrie, on va dire en réactif, d'autres que sur la partie puissance. Les 2 groupes font les 2 tests. En fait, notion de spécificité. Celles qui ont fait de la plio sont meilleures sur le côté plio, celles qui n'ont pas fait de plio ne sont pas meilleures sur le côté plio, et inversement. Et du coup, c'est ultra spécifique. Donc déjà, le truc, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux tester, qu'est-ce que je veux améliorer. Et après, si on rentre dans le détail, on va commencer avec le CMJ et le squat jump. Si j'ai un aspect où je dois produire de la force, de la puissance, mais que mon contre-mouvement, il est limité, pour X raisons, je peux te dire que le squat jump va être plutôt spécifique, si je pars d'un départ arrêté. Alors, un départ arrêté, ça peut être en sprint, où tu n'as pas forcément... tu vas pas reculer avant de pousser, tu as un départ purement concentrique, quasiment. Okay, donc tu peux te dire, le squat jump va plus ressembler à mon départ. D'où le fait de faire des tests, un charge vitesse ou un force vitesse, mais en squat jump. Attention, un squat jump qui est difficile à standardiser. Très difficile, pourquoi? On en parlait tout à l'heure. Il te faut une baseline. Et là, le moindre moment où tu vas avoir, parce que c'est ce qu'on disait dans le premier podcast, la force et le temps. Si ta ligne de force de base qui va te permettre de déterminer le début de ton mouvement, elle n'est pas bonne, s'il y a un petit décrochage, tu fais un léger excentrique, et tout le reste, tout ce que tu vas calculer après, sera faux. Parce que tout part du début de l'intégration, à partir du moment où tu te dis, ok, là j'attaque mon intégration, jusqu'au moment où tu décolles. Ce qui se passe après, on s'en fout. Tu es à côté de la plateforme, si tu as fait un squat jump, tu regardes l'impulsion, on s'en fout. Par contre, il faut que tout ça, ça soit très propre. Et si tu prends un opto, des fois, tu n'arrives pas à le voir. Et ce qui est bien, c'est que souvent, avec les plateformes de force, tu mets un mode où ça vient détecter automatiquement le test qui est fait. Et des fois, tu n'arrives pas à avoir le squat jump. J'ai passé ma vie avec un basketteur qui est pro, tu vois, à lui faire un squat jump. Il faisait toujours un petit contre-mouvement. Impossible à coacher. Impossible. Je pense qu'on a dû faire 20 essais et il en a eu un qui était bon. Tu peux même pas l'analyser parce que du coup, tu sais un essai, tu sais pas si c'est un artefact ou tu vois, tu sais pas si c'est reproductible sur lui. Mais impossible d'avoir un squat jump. Tu lui dis, tu vas pas vers le bas, tu vas direct vers le haut. Impossible. C'est un basketteur, il sait sauter.
Donc attention à ce test, d'autant plus si on n'a pas de plateforme de force, parce que des fois c'est quasiment pas visible. Ouais. On a l'impression qu'on a un squat jump, mais finalement il y a un très léger contre-mouvement. Et c'est pas mauvais, parce qu'enfin, c'est pas mauvais. Si, c'est mauvais si on veut le tester, parce qu'on n'aura pas la donnée, on n'aura pas le test. Mais à un moment, en sport, il y a quasiment rien où tu fais ça. Même au départ, tu as toujours ces micro-mouvements, parce qu'en fait, c'est le corps, il s'adapte. Il sait qu'il va aller chercher ça. Il sait que tu vas produire de la force. Donc c'est presque bien. Je me suis dit, ce mec, tu vois, il va toujours chercher ça. Mais attention à ce test pour ça. Il faut savoir à qui on le fait et est-ce qu'on l'a bien fait, etc. Du coup, tu peux pas le faire à tout le monde. Il y a des gens qui arrivent. Il y en a, ça va être compliqué. Ou alors tu les entraînes. Plutôt tendineux ou musculaire. Non, alors souvent, c'est des. Peut-être que les mecs les plus tendineux vont vouloir aller dans leur préférence. Justement. Alors souvent, le premier truc, c'est le mec part trop. 90% des mecs partent trop. Du coup, ils sont pas à l'aise. Donc il y a vraiment une familiarisation avec le squat jump, beaucoup plus qu'avec le CMJ. Où vraiment, il faut apprendre à partir à la bonne hauteur. Donc tu lui dis, pars où tu es le plus à l'aise. S'il fait un contre-mouvement, tu dis, essaye de ne pas le faire. Si vraiment il n'y arrive pas, tu dis, attends, essaye de partir un petit peu plus bas. Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire en partant plus bas? Tu vas réduire le slack, mettre en tension les tissus. Et en fait, le mec, il se sentira plus facile, plus à l'aise pour produire de la force. Et en fait, on en parlera après, mais la différence squat jump CMJ, elle peut aussi s'expliquer par ça. C'est pas qu'une utilisation élastique, c'est qu'en fait, tu réduis le slack musculaire, donc tu as plus facilement accès à la force explosive. Et du coup, tu vas interpréter le ratio différemment. On reviendra après, pas à partir en live, mais en gros, le mec qui arrive jamais à le faire, si tu lui dis, vas-y, essaye de partir un tout petit peu plus bas, souvent, après, il y arrive. Mais il y a des gens pour qui, moi je le fais sur des étudiants en STAPS, là je vais le faire pour une intervention sur un DU de kiné, je sais que sur les 4 qui vont passer ou les 5, il y en a peut-être un, il va mettre 6 essais. Par contre, il y en a dès le début, ça passe très bien, ou une fois, ils vont avoir l'erreur. Et comme dit Léo, avec des méthodes de détection automatique, en live, on te dit, ok, t'es dedans, t'es pas dedans, t'es dedans, t'es pas dedans. Mais tout ça, ça se règle aussi. C'est-à-dire que si tu n'as pas réglé tes presets, on va pas rentrer là-dedans, mais certaines marques le proposent, d'autres non. Si tu règles les presets correctement, tu vas pas avoir les mêmes infos non plus. Il y a des limites de tolérance. Si tu dis je suis tolérant de fou, tu vas avoir des données qui vont être prises beaucoup plus facilement en squat jump, mais du coup, est-ce qu'elles sont vraiment fiables? Et inversement, si tu es très ouvert, très large, tu vas te dire très fermé, pardon, tu vas te dire ok, j'ai une donnée hyper fiable, mais tu n'arriveras jamais à la mesurer. Donc il faut être tolérant là-dessus, mais en même temps, faire attention. Donc le squat jump, c'est intéressant pour ça, c'est plus facile, c'est plus reproductible. Si tu fais un charge vitesse ou un force vitesse, c'est toujours plus reproductible au squat jump. Okay. Mm. On n'a pas parlé de est-ce que quand je fais un charge vitesse, j'utilise une barre sur les épaules, est-ce que j'utilise une trap bar, qu'est-ce que ça a modifié? Plus je vais avoir une trap bar, plus je vais être en dominante de hanche, de genoux, moins de hanche parce que j'aurai moins de flexion de hanche due à la position de la barre. Ce qui va faire que du coup, je serai un peu plus en force. Quand j'ai la trap bar, j'ai tendance à être un peu plus fort et avoir plus de puissance. En gros, la trap bar, ce qui est très très bien, c'est que c'est là où tu produis le plus de puissance. Okay. Toujours plus qu'avec la barre droite. Toutes les études, ça c'est sûr. Ouais, et puis bon, au bout d'un moment, esprit pratique. Oui, tu cherches pas le rachis. Tu sois confiant, tu fais sauter un mec avec une barre de 60% de son poids de corps. Ouais. Moi j'ai fait sauter des mecs à 100 plaques, de plus de 100 kilos sur les épaules. Il y en a, il n'y a aucun problème. Il y en a, c'est inconcevable. Ouais. Inconcevable. Même avec la familiarisation que tu veux. Encore une fois, bénéfice-risque du test. Okay, donc squat jump, plus safe, plus repro, tu auras des meilleures données. Mais moi, si ça m'intéresse pas, je fais pas de squat jump, je fais du CMJ. Mais du coup, quand je vais vouloir comparer mes essais avec des charges différentes, il faut normaliser la hauteur de départ. Mais comme en squat jump, sinon tu compares des pommes et des poires. Or, c'est pas naturel. Plus tu mets de la charge sur le système, moins tu as envie de descendre bas. Tu vois, naturellement, tu vas te dire, j'arrive pas à gérer cette phase excentrique, donc j'ai pas besoin de descendre si bas que ça. Donc si tu normalises pas, plus la charge va augmenter, plus l'amplitude va diminuer. Et justement, quelles consignes tu donnes pour normaliser? Ce que JB et Pierre donnent depuis des années. C'est-à-dire qu'en gros, tu pars sur ton poids de corps, puisque ton poids de corps, ça va être le plus léger que tu vas faire. Tu dis, ok, la hauteur du poids de corps à laquelle tu es à l'aise, tu le fais répéter 3-4 fois au mec. Tu récupères cette hauteur-là. Moi, je mets un élastique, par exemple. Tu vois, j'ai fait ça pour la thèse, ça marche très bien. Je mets un élastique. Et après, on garde toujours ce départ-là. Si c'est en squat jump, c'est facile, tu touches, tu pars. Si c'est en CMJ, faut pas s'appuyer contre, ça devient un peu plus compliqué. J'ai utilisé, moi, des cellules photoélectriques. C'est des cellules de vitesse. En gros, ça faisait bip, bip. Donc, dès qu'il coupait la cellule, il savait qu'il fallait remonter. Ça marche, mais c'est pareil. Il peut faire bip et continuer à descendre. Donc, tout a des limites. Mais déjà, en faisant ça, tu limites l'erreur de comparer des relations force-longueur qui sont différentes. Et tu vois, c'est pour ça que tu as un force-vitesse propre à chaque force-longueur différente, entre guillemets. Et il y a une thèse là-dessus. Et du coup, tu te rends compte que ça peut vite partir en cacahuète. Voilà. Donc, il faut essayer de standardiser. On parle du squat jump CMJ. La différence maintenant avec le CMJ, souvent on dit, ok, le CMJ, on rajoute cet élément élastique. Alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi en fait que tu réduis
l'influence de la force explosive. C'est-à-dire que tu améliores la composante de force explo en mettant de la prétention dans ton système. Du coup, je te donne un exemple. Tu vas dire quelqu'un qui est très bon, qui est pas bon, qui a pas un gros écart. C'est-à-dire qu'il y a un squat jump à 35 et un CMJ à 40. 37, ouais, ok. Tu vas dire, il utilise mal son élasticité. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. J'ai fait plein de formations, Thibaudot, ce que tu veux, des ratios, Poliquin, tout le monde donnait des ratios comme ça. Ok, le ratio, il est pas bon, t'as pas un gros écart, donc tu utilises mal, donc il faut t'entraîner sur le côté explosif, élastique. Mais c'est pas un test d'élasticité à la base. Notre test de force réactive, c'est le drop jump. Là, on commence à mélanger des notions qui sont un peu entre deux. Et moi, ce que je te dis, c'est que tu peux très bien dire l'inverse. Tu peux dire que le mec qui a un faible écart, c'est très bien si les deux perfs sont élevés, parce que ça veut dire qu'en squat jump, il est très explosif. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une prétention, il arrive tout de suite à recruter rapidement des niveaux de force élevés. Donc d'un côté tu vas dire c'est pas bien, il utilise mal son cycle étirement raccourcissement, de l'autre côté tu vas dire c'est très bien, il est très explosif. Et pour savoir si c'est plutôt l'un ou l'autre, bah moi à l'heure actuelle j'en sais rien. Okay. Donc je pars du principe que le squat jump il me donne une info sur l'explosivité, que le CMJ me donne une info sur la puissance max de mon mec, et que si je veux mesurer du tendon, et si je veux mesurer de la force réactive, je fais un test de force réactive. Ouais. Et que c'est deux qualités différentes. Okay. Et là, on pourra rentrer dans les métriques du CMJ. Les métriques du CMJ, c'est pareil, tu as des métriques qui vont te donner un aperçu de la performance, la hauteur de saut, la puissance. Il y a des métriques qui donnent la même relation. Il y a des métriques qui sont plutôt concentriques, excentriques, de transition. On peut rentrer dans le détail juste après si tu veux. Et des métriques sur la stratégie. Tu vois, le RSI modifié, c'est-à-dire ta capacité à sauter très haut en peu de temps de contraction, bah, c'est une stratégie. Mais il ne faut pas commencer à dire il est réactif ou il a une bonne pliométrie parce qu'il a un bon RSI modifié. Pour moi, c'est faux. C'est pas, tu vois, on a défini les domaines de force au début et ça rentre nulle part. C'est un mix un peu flou, mais il faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire une stratégie et pas une qualité physique en soi. Et ça, c'est un gros problème parce que, je te donne l'exemple du livre de Take-Off, par exemple. À l'intérieur, on va faire le lien entre des métriques, excentriques, iso, concentriques, si on prend le triphasique, tu vois, toutes nos phases, et de transition, et ainsi de suite. Et on va faire le lien entre ces métriques et des qualités physiques. Parce que ça paraît logique. Si je suis pas bon sur l'excentrique du CMJ, donc je suis pas bon en force excentrique. Mais ça n'a peut-être aucun rapport. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'es pas bon sur cette composante d'un mouvement précis que musculairement parlant, ou sur la composante isolée, si je fais un test, je sais pas, sur une presse ou sur un leg extension excentrique, peut-être que tu as une force excentrique qui est monstrueuse. C'est juste que là, il y a plein d'autres facteurs. Il y a de la coordination qui rentre en jeu, il y a plein de choses. Donc, moi, j'aime bien le faire parce que je l'utilise. C'est-à-dire que je me dis, ok, le mec, il a un déficit excentrique, un breaking impulse, par exemple, c'est-à-dire une impulsion, donc une force explosive excentrique, entre guillemets. Donc, je vais aller bosser ça, c'est très discutable. Pour améliorer cette phase-là, pour le faire sauter plus haut, par exemple, j'améliore la capacité à freiner pour améliorer ensuite l'impulsion qu'il va produire. Donc, je vais me dire, il a ce déficit-là, donc je vais le bosser en faisant des absorptions excentriques rapides, et ainsi de suite. Peut-être, et ça marche quand tu le fais, mais il ne faut pas réduire ça à, de manière neuromusculaire pure, isolée. Il est pas mon exemple. Ouais, la performance et la qualité en elle-même physique, mais ça, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de papier dans la littérature, il n'y a rien du tout. Après, au final, est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Qu'au final, si ça améliore le saut et ça améliore la phase qui t'intéresse, c'est juste qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Tu vois, dans de la rééducation, encore une fois, tu ne peux pas dire, bah tiens, il faut qu'on bosse en excentrique, en leg extension, parce qu'il n'est pas bon sur le CMJ dans la phase excentrique. Peut-être que ça l'aidera, parce qu'il va freiner, et qu'il y a une question de freinage au final. Peut-être que c'est complètement décontextualisé. Tu vois, et donc attention à ce lien entre métrique et qualité réelle. Déjà, il y a un problème pour moi, c'est quand tu appelles la phase où tu vas vers le bas au CMJ, la phase excentrique. Bah, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, je te prends le cas de ton triceps sural dans les mollets. Ils sont pas en excentrique, là. Donc, c'est pas parce qu'en fait, tu vas vers le bas que tous les muscles sont en excentrique. Donc, déjà, il y a un problème. Je pense qu'aussi, on aurait dû peut-être démarrer par ça. Pour ceux qui connaissent pas, il y a différentes phases du CMJ. On peut expliquer. Et les dénominations et les départs sont pas pareils pour toutes les compagnies de plateformes de force, pour tout le monde. On peut expliquer rapidement les très rapidement en CMJ, tu démarres. Parce que bon, on vient compliquer les choses, mais c'est pas après on va revenir vers des choses plus simples pour avoir un système de décision qui est bien. Parce que finalement, on parle quoi ? On parle d'un saut quand même, attention. Tu démarres, tu es debout, tu bouges pas. Tu respectes une période silencieuse où tu viens pas bouger pour avoir une bonne baseline. Puisque tout va être calculé à partir de ça. Les données de force. Donc déjà, si tu viens bouger avant, c'est pas bon du tout. Donc déjà... Ouais. Non, mais 2 minutes là-dessus.
on refait le lien avec le premier podcast. Cette baseline-là, Hyper elle important. définit tout. Tout. Toutes les plateformes ne sont pas réglées pareil. Tu prends, je vais citer une marque que nous on utilise, Vold. Tu prends des Vold, au départ, elles ont un système de détection qui est défini. Tu peux le changer et ça ne sera pas le même. Si Léo utilise une méthode, je sais pas, des écarts types par rapport à la moyenne de la baseline, moi j'utilise 20 newtons en dessous de cette baseline et l'autre il utilise autre chose, on aura des données au final qui ne seront pas comparables. Indépendamment du fait que ça soit très stable. Donc il faut, être très stable parce que tout est basé là-dessus Et avoir les mêmes. et avoir les mêmes réglages. Donc première métrie, et ça je l'ai coupé parce que c'est un gros problème, Ouais. c'est que par exemple Hopkins, qui est une autre marque, qui est beaucoup moins leader en France mais beaucoup plus dans d'autres pays, notamment chez les anglo-saxons, eux, il y a une obligation. Si ta baseline n'est pas parfaite, et il y a un retour là-dessus, tu peux pas sauter. C'est-à-dire que c'est maintien 2 secondes et après tu commences ton saut. T'as un bip. À l'inverse d'autres marques, que je citerai pas, où eux ils en ont rien à foutre, t'as pas d'indice de qualité, tu peux pas régler ta détection, tu prends ce qu'on a, et c'est malheureusement ce qu'on a le plus en France comme marque, où du coup au final c'est une boîte noire, tu sais pas trop ce qu'il fait, et puis vu que les personnes qui l'utilisent, ils ont pas trop de retour, ils ont pas cette sensibilité, peut-être scientifique et cette connaissance, ils se retrouvent avec un outil qui est ouf, qui est trop bien, mais qui est très mal utilisé. Donc premier truc, faites des baselines, maintenez 2 secondes où le mec ne bouge pas du tout, ça ne piétine pas, il n'y a pas de je me baisse, je me relève, c'est bien propre, bien nickel. Excuse-moi, je te... Non, t'as raison. Trop important. Ça, c'est les trucs qui sont des fois un peu plus compliqués. On a dit qu'on n'irait pas trop là-dedans, mais du coup, t'as raison, il faut y aller parce que des fois, en fait, tu vas avoir des personnes qui viennent faire un test et qui vont dire, par exemple, non, mais ce test, il est trop variable ou cette donnée, elle est trop variable. Tu arrives, tu te rends compte que tu poses 2-3 questions, tu dis, ok, vous le fixez comment, votre seuil de détection du départ du mouvement? Parce qu'en fait, c'est ça, pour définir les phases, il faut bien définir un départ, c'est le point de départ. Et en fait, ça prend la baseline et après, c'est une méthode de calcul. Est-ce que ta force, elle chute de tant de newtons? Est-ce qu'elle chute de tant de pourcents par rapport à la baseline? Est-ce qu'elle chute par rapport à tant d'écarts types? 2, 3, 4, 5 écarts types. Souvent, quand même, le gold standard pour le CMJ, ça paraîtrait que c'est 5 écarts types. Sauf que si tu l'as pas paramétré, ça, c'est problématique. Et tu arrives, on te dit c'est trop variable, tu te demandes c'est quoi le seuil de détection. Déjà, on te regarde, on ne sait pas trop ce que c'est. Et tu vas voir, ou des fois, les mecs savent ce que c'est, ils te disent mais c'est ça. Sauf que la personne a le même environnement de performance, il y en a une autre qui teste différemment. Donc en gros, ils viennent changer, et en fait, tu testes, d'un test à l'autre, tu n'as plus le même seuil de détection. Donc déjà, ça c'est important. Et avec la fréquence d'acquisition qui doit rester à 1000 Hz là-dessus. Et c'est pas des différences mineures. Hein. On n'est pas en train de se masturber Ouais. intellectuellement, je le dis clairement, j'ai envie de le dire. On fait pas de la masturbation intellectuelle. On Ouais, c'est parle une vraie d'une erreur, différence. un même saut, je change la méthode de détection, ça varie de 3-4 cm. 3-4 cm, ça peut être la progression d'un mec sur un an. Enfin, tu vois, dans un contexte où le mec est déjà pas mal bon et dans une saison sportive, en fait, tu bases ta mesure. Moi, les premières années, j'avais mal réglé mes plateformes. Toutes mes données de premières années, c'est même pas j'ai dit oh je peux les... Non, soit je les retraite, ce qui est faisable, donc je les ai retraitées avec le bon traitement, soit je les jette à la poubelle, parce que ce n'est pas comparable. Sans parler de métriques hyper dures, on parle juste de la hauteur, qui devrait être la base. Mais il y a déjà cette obligation. Une fois qu'on a ça, on a la phase excentrique, comme Léo aime l'appeler. Ouais. Donc la baseline, donc cette période où on doit juste pas bouger sur les plateformes en état debout. Ensuite, on va descendre, on va chuter. Mais il y a 2 phases différentes sur la phase où finalement on va se rapprocher du sol. Il y a la première où ça va être une chute libre. On vient se délester tout simplement, on vient appliquer moins de force que le poids du corps et on vient descendre cette force, sinon on ne descend pas finalement. Donc on vient chuter, donc ça s'appelle la unweighting phase finalement. Donc on vient se délester, c'est la phase où on se déleste. Ensuite on arrive en bas en termes de force et là on arrive en bas en termes de force, pas en termes de mouvement. On va commencer à freiner. Donc ça, c'est la braking phase, c'est la phase finalement de freinage. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire excentrique, pas excentrique, parce que le premier cas, c'est une chute. Donc la contraction, elle est vraiment limitée. En plus, tous les muscles ne vont pas vers un allongement. Donc parler d'excentrique, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc finalement, en phase d'unweighting, phase de braking, et là, on va monter la force en partant du bas jusqu'à
en haut en termes de force. Et là, logiquement, ce point qui est tout en haut en termes de force, là, c'est la fin de la phase de braking. Et là, on va être à la transition, on va être tout en bas et on va commencer la propulsion. Et quand on commence la propulsion, petit à petit, la force, ça vient diminuer. Des fois, donc c'est là où on rentrera peut-être pas là-dedans aujourd'hui, sur à quel moment apparaît le pic. Est-ce qu'il apparaît quand on est tout en bas? Et là, c'est un pic. Des fois, on peut avoir un pic unimodal et ensuite, on vient avoir la propulsion. Il n'y a pas d'autre pic. Des fois, il va y avoir un deuxième pic. Donc, c'est un bimodal premier parce que le premier pic est quand même plus haut. Ou des fois, c'est un bimodal second parce que le deuxième pic est plus haut que le premier. Pour faire simple, le premier pic, c'est force at zero velocity. C'est-à-dire, c'est la force tout en bas avant qu'on transitionne vers la phase concentrique. C'est la force max que tu vas produire durant ton CMJ. Pas pour tout le monde. Alors, pas pour tout le monde. Ouais. Pas pour tout le monde, il a raison. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, dans une unimodale P1, où le premier pic est le plus haut, c'est ta force la plus... Mais chez la majorité des gens, quand même, la force la plus élevée, elle est à vitesse zéro. Ok ? Ce qui paraît logique. Chez certains athlètes, et moi j'ai eu des athlètes extrêmes, pas que j'ai testé moi, mais par exemple que d'autres collègues ont testé, des athlètes qui sont complètement nuls vont faire un squat à 90 kg alors que c'est des athlètes de très haut niveau en sprint. Très haut niveau, on parle d'olympique, d'accord ? Et bah vont avoir vont avoir un deuxième pic 2 fois supérieur au premier pic. Parce qu'ils sont tellement forts, on va dire proximal distal, donc tellement forts sur la partie distale, la partie mollet, qu'ils vont avoir une production de force max supérieure en mollet, en fin de triple extension, pendant la triple extension, mais plutôt la dominante mollet, qu'en début, où tu dois utiliser ta hanche et ton genou. Et les grands leviers aussi, souvent les basketteurs, parce qu'il y a le buste qui vient partir vers l'avant, donc ça vient Exactement. créer 2 moments, etc. Tu as plein de stratégies, on pourrait faire 2 heures sur les stratégies P1, P2, sur les ratios P1, P2, sur qu'est-ce que tu... Parce que c'est pas juste, encore une fois, une information sur une courbe, c'est que ça implique dans l'entraînement des choses qui sont différentes, dans l'interprétation, et dans la pathologie, je t'en parle même pas. Un mec qui a une rupture du tendon d'Achille, tu le fais sauter avant, tu le fais sauter après, c'est un athlète que tu as suivi. Si tu regardes juste sa force à zero velocity et que c'était un mec qui était P1 plus fort que P2, tu vas te rendre compte que il a retrouvé ses données. Et peut-être qu'il a même retrouvé ses valeurs de force. Sauf que à l'heure actuelle, il utilise 2 fois plus la hanche et le genou, et que sa P2 elle est dégueulasse. Parce qu'il est incapable avec son tendon d'Achille de continuer à produire. Donc tu l'as augmenté ses capacités parce qu'il a fait que de la muscu pendant 4 fois par semaine parce que c'est un sportif de haut niveau, pendant des mois parce qu'il avait que ça à faire, il pouvait pas pratiquer son sport. Tu lui dis allez je te remets, tu lui as explosé ses capacités plutôt de hanche-genou, mais en fait sur les capacités cheville, tu l'as peut-être pas remis en forme. Et c'est là que ça peut Et tu peux avoir la symétrie sur un bipodal, tu fais un CMJ 2 jambes, tu peux avoir une jambe droite qui a une stratégie et une jambe gauche qui a une autre. Tu peux prendre cher sur une P1 et pas sur une P2. Tu vois, là on rentre dans les trucs, c'est-à-dire que tu as la stratégie globale, mais tu as la stratégie d'asymétrie. Tu as des mecs qui prennent cher dans la partie breaking, et puis après ils ne le prennent pas dans la phase concentrique. Ils le prennent dans la phase concentrique, mais pas dans un moment de la phase concentrique, identique. Il y en a, ça croise, c'est-à-dire qu'ils vont être plus forts à un moment, et après plus nuls, et inversement avec l'autre. Enfin, tu vois, il y a plein de stratégies. On pourrait faire 3 heures là-dessus, parce que c'est une vraie implication. Et une fois qu'on a fini cette phase, on décolle. On décolle, exactement. On décolle, après on atterrit. Bon, là on a parlé des phases. On allait un peu loin dessus. Maintenant, il y a les données. Ouais. Donc, c'est presque le test, hein, j'ai envie de dire, le plus riche en termes d'informations, puisqu'il va nous donner les informations sur la performance sur ce domaine de force dynamique rapide, mais il va aussi nous donner des informations de stratégie. Et là, Luc en parlait, on va observer plein de choses. Maintenant, je pense que, des fois, ça va sur le compliqué, mais il faut rester simple. Tu vas choisir une donnée de performance. Qu'est-ce que tu demandes sur un saut ? Finalement, ça reste un saut qui est fait depuis la nuit des temps. Et tu as des mecs qui sautaient au NFL Combine, qui viennent toujours taper des trucs, etc. Tu demandes d'aller le plus haut possible. Ok, tu vas aussi peut-être demander d'aller le plus haut possible, le plus vite possible. Et attention avec les consignes, puisqu'elles vont changer les données, même la donnée de hauteur. Mais finalement, la donnée de performance première, ça reste quand même la hauteur de saut. RSI modifié, ça rentre dans la stratégie, c'est pas la meilleure façon sans doute de regarder ça. Il y en a qui aiment bien le regarder en termes de stratégie ou le mettre en parallèle de la hauteur de saut. Ok, mais on demande quand même de sauter le plus haut possible. Moi, ce que je préfère, c'est de demander de sauter le plus haut possible, le plus vite possible. Dans quel sens ? Je ne veux pas sacrifier des centimètres en sautant plus vite, mais je veux que la hauteur maximale que peut atteindre la personne,
Si c'est 45 cm, je veux qu'elle atteigne 45 cm le plus vite possible. Je veux pas qu'elle mette moins de temps, mais qu'elle atteigne 40 cm. Je veux qu'elle atteigne 45 le plus vite possible. Il y a autre chose aussi, c'est que si elle le fait le plus vite possible, et le plus haut, il y a de fortes chances qu'elle aille plus haut. C'est-à-dire que plus tu crées d'énergie dans la phase de descente, dans l'intention de délester rapidement et d'avoir une transition excentrique-concentrique ou délestage concentrique, ce qu'on veut, rapide, plus ton impulse va être important et tu vas avoir une verticalité de la courbe. L'impulsion, c'est soit tu allonges le temps, parce que tu peux avoir c'est bizarre un peu sur le dynamique, mais tu vas avoir une grosse impulsion, ce qu'on veut, mais en allongeant le temps. Ça veut dire qu'au final, t'as pas monté tes pics de force, t'as juste mis plus de temps pour faire le truc. Mais ça va t'augmenter ton impulsion. Du coup, on va dire, l'impulsion, elle a bougé, mais je suis plus lent. Donc si l'impulsion c'est l'explosivité, là je vais à l'envers. Alors que nous ce qu'on veut c'est augmenter le pic pour augmenter l'air sous la courbe, l'impulsion, mais en augmentant la valeur de force, pas la valeur de temps. Donc ça c'est bien de comprendre ça, c'est que plus tu vas vite, plus tu te donnes la possibilité, même si tu réduis un petit peu le temps pour l'impulsion, tu te donnes la possibilité d'avoir un pic très vertical et du coup un air sous la courbe qui est plus important. Et du coup une performance plus importante. Force c'est la masse fois l'accélération. Donc si tu vas plus vite, tu accélères plus vite, tu produis des plus gros pics de force et tu as des chances qu'en fait toutes les phases se suivent et se servent. Si tu unweight très vite, tu vas descendre très très rapidement en force. Donc si déjà ton cerveau te laisse faire ça, c'est qu'il sait que tu as la capacité à produire la force suffisante après et en peu de temps, donc à créer un gros pic de force, mais rapproché, donc avec une RFD, là on parle du concept, qui est vraiment très élevé, parce qu'il sait que tu vas être capable d'encaisser ce gros pic de force soudain, et c'est des contraintes, attention, même si c'est à poids du corps, c'est des contraintes, et en général, ta phase propulsive, elle est définie par le breaking qui est très largement définie par la capacité unweighting également. Et justement, en termes de métriques, est-ce que vous prenez des métriques par phase ? Sans aller là-dessus, je rebondis juste parce que il a dit un truc très, très important, il a dit la performance c'est le saut et la hauteur de saut c'est la base. Oui et non. Parce que la métrique de saut, et là moi c'était ma base c'est ce que tu veux, c'est sauter haut. Oui, mais tu peux très bien ne pas sauter haut parce que tu es lourd. Et du coup, avoir une puissance absolue qui est énorme. Donc, en gros, pour faire très simple, la hauteur de saut, c'est un très bon indicateur de puissance relative. Si tu corrèles ton pic de puissance à ta hauteur de saut, c'est corrélé à 90%. D'accord ? Si tu fais la puissance moyenne que tu produis, pas la puissance pic, on n'est pas rentré là-dedans, mais c'est tout aussi corrélé. Et plus tu mets des charges, plus ta puissance moyenne va être corrélée à la hauteur de saut. Donc, au final, prendre la hauteur de saut ou prendre la puissance relative, c'est la même information. Les pourcentages qui ne sont pas expliqués, c'est-à-dire que pourquoi 90 c'est pas 100%, parce que le reste c'est comment tu as produit cette puissance. C'est tout le principe et tout le concept de force-vitesse. Par contre, tu peux avoir des mecs qui sautent moins haut parce qu'ils ont pris du poids. Ouais. Par contre, qui ont une puissance absolue qui a explosé. Et moi, quand je corrèle depuis 8 ans ma puissance absolue verticale avec ma puissance horizontale absolue, et c'est ça que je veux à la fin parce que je veux un mec qui rentre dans des gonzes et qui percute, je me rends compte que l'indicateur qu'il faut que je regarde sur ces mecs là c'est la puissance absolue et pas la puissance relative, mais peut-être que des fois je vais regarder les deux. Et quel est le test où tu as la plus grosse puissance absolue ou relative en verticale, enfin sur la triple extension, ça sera le CMJ. Et sur la puissance vous prenez le pic ou la moyenne? Alors les anglo-saxons, de manière globale, regardent que du pic. Ouais. Pourquoi? On revient aux notions de... Un pic, c'est facile. Tu regardes le truc le plus haut. Une moyenne, il faut un début, une fin. Et là, ça rejoint tout ce qu'on dit. Mesurer un début, ça paraît tout con de dire c'est le début du mouvement. Non. Ça demande d'avoir une phase de stabilisation nickel, de bien être sûr du moment où tu... Et si tu décales ce moment de début, toute ta moyenne est faussée. Donc la variabilité du pic de puissance, elle est beaucoup moins... Ou du pic de force, peu importe. Elle est beaucoup moins importante que la moyenne. Donc on a dit, on prend le pic. Mais c'est vrai, c'est pas con. Sauf que plus tu vas t'intéresser à la performance, plus tu comprends ce qu'il faut, c'est de produire tout le long du mouvement, du début à la fin, donc avoir une grosse moyenne. Quand tu fais du poids de corps, tu le vois pas forcément. Limite, le pic de force, le pic de puissance est plus relié à la performance en hauteur, le pic relatif, est plus relié à la hauteur de saut que la moyenne. Par contre, plus tu vas mettre des charges, plus cette relation elle s'éloigne. Et plus c'est la moyenne qui va être liée à la performance de saut. Donc ça veut bien dire que ce qui compte, c'est de produire sur l'ensemble du mouvement une grosse moyenne de force. Et c'est pour ça que tous les travaux de JB et de Pierre vont dans cette optique de dire non, nous ce qu'on veut c'est calculer, analyser la moyenne, c'est bien des mean power, des mean force, et pas des pics. Alors que les anglo-saxons, et même à l'heure actuelle, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande partie de l'entraînement de la science du sport qui ne lit pas ou n'utilise pas les concepts de moyenne ou de Pierre parce qu'eux, ils parlent en pic. Et ça implique une énorme différence
et j'aimerais bien qu'on en parle rapidement, c'est que si tu te bases ton entraînement sur le pic ou sur la moyenne, c'est pas du tout la même chose. Ton pic de force, ton pic de puissance, il peut arriver à 60, 70 kg. Je te donne un exemple, si tu as un max squat à 180, il va arriver avec de la charge, mais il peut très bien arriver à 0 aussi. Alors que si tu prends la moyenne, elle arrivera à 99% au poids de corps. Tu te dis, ouais, mais du coup, ma zone Pmax, il y en a une, c'est à poids de corps, et l'autre zone, c'est 70 kg. Bon, on n'est pas aux 60% du RRM comme dans les études des années 80 où on ne prenait pas en compte le poids du corps, mais on est déjà dans des tranches qui sont différentes. Moi, je vous dis, prenez tout le temps la moyenne, mais à condition que cette moyenne soit bien détectée et bien faite. Toujours pareil. Si j'ai mal réglé mon outil, que j'ai pas la mesure, prends le pic, ça serait quand même moins faux. Donc c'est une question de reproductibilité de la mesure. Et ça fait un petit Au bout de 3 heures, c'est... Ouais. Ouais, désolé, je t'ai coupé là-dessus. Non, mais je c'est sais pas si t'es d'accord là-dessus. Pas tout à fait. Enfin, la donnée de puissance sur le CMJ, elle est reproductible, on peut l'utiliser. Maintenant, je réfléchis aussi à l'athlète et qu'est-ce que je vais lui communiquer ? J'ai envie de lui communiquer une hauteur de saut. Maintenant, il a raison, Lucas. Une hauteur de saut d'un mec de 70 kg et d'un mec de 140, c'est pas la même chose. Maintenant, même si ça reste abstrait pour eux, comme à l'image de la puissance, des watts, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Parce que quand tu dis 45 cm, on voit ce que ça représente. Eux, ils savent. Pour les sports de collision, il y a un peu à l'image du sprint momentum, il y a ce qui s'appelle le jump momentum. En gros, ta hauteur de saut sur une plateforme de force, elle est définie pas par le temps de vol, comme c'est le cas pour une plateforme de saut, mais tout simplement par ce qui s'appelle l'impulse momentum. Donc c'est un calcul par rapport aux forces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as à peine décollé, la plateforme, elle sait déjà à combien tu as sauté. Donc en gros, c'est le gold standard pour connaître une hauteur de saut. Tu peux atterrir complètement fléchi, ça va te donner quand même la bonne valeur. Et à côté de la plateforme. Tu peux atterrir à côté de la plateforme, vu que c'est basé sur l'impulsion, on s'en branle. Troisième gros mot, attention. il est large devant. Ouais, il est large 3-0. Donc ça, c'est le gros avantage des plateformes de force. Maintenant, si tu utilises les plateformes de force juste pour être plus précis sur la valeur de la hauteur de saut, l'investissement en termes d'argent, ça ne vaut peut-être pas la chandelle, tu vois. Donc il y a toutes les données de stratégie. Mais tout ça pour dire que c'est calculé par rapport à la vitesse au décollage. La vitesse au décollage, si tu la multiplies par la masse de la personne, en fait, ça s'appelle le jump momentum, c'est ce qu'ils ont créé. Et ça, c'est quelque chose qui te permet en fait d'avoir un petit peu comme une quantité de mouvement à quel point la personne elle va faire mal, notamment sur une collision. Donc on peut regarder les deux, mais moi je regarderai hauteur de saut, jump momentum. Attention, la hauteur de saut, on peut la regarder aussi en fonction du temps qu'il a mis pour sauter. Donc là, on viendrait faire un cadran avec à la verticale la hauteur de saut et à l'horizontale le temps qu'il a mis pour sauter. Je vais t'expliquer quelque chose. Je connaissais un joueur qui sautait très haut, mais c'était carrément abusé. Sauf que c'était un mec qui sautait en touche. Donc les gars venaient le lifter en touche, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, ils venaient le soulever. Donc lui, il avait quand même une impulsion. C'était celui qui sautait le plus haut. Et les autres venaient dire, ouais, mais il saute le plus haut, mais en touche, on a l'impression de soulever une pierre. Et il n'était pas forcément plus lourd qu'un autre. Et je lui dis, ok, bon, ça fait pas de sens. Mais en fait, une touche, c'est que des petits déplacements et tu as une impulsion qui est faite sur des temps très courts avec une faible amplitude. Sauf que ce gars, quand il faisait un CMJ, tu te rendais compte qu'il sautait en 1200 millisecondes, donc il mettait 1,2 secondes à sauter. Et parce qu'il faisait un squat jusqu'à avoir les fesses par terre, et parce qu'il fallait qu'il dilue son impulse. Alors qu'il y a des mecs qui sautaient beaucoup moins haut, par contre, ces gars-là, ils sautaient à 600 millisecondes, presque moitié moins. Donc finalement, est-ce que tu veux continuer à augmenter sa hauteur de saut et c'est pas grave s'il a produit à 1200 millisecondes, ou si tu veux réduire le contexte dépendance, qu'on dit depuis le début. Exactement. C'est contexte d'application de la force. Contexte, ça dépend du sport. Peut-être qu'il y a des sports, tu auras le temps. Et tu pourras prendre ce luxe de diluer un peu ton impulse. D'autres, pas du tout. Sprint, pas du tout, par exemple. Si je te fais un duel aérien au basket ou au rugby pour aller attraper le ballon, t'en as un peut-être qui saute plus haut que l'autre, sauf que il n'aura pas sauté, que l'autre il sera déjà en l'air. Et il sera tout en haut, alors j'abuse, mais il sera tout en haut, l'autre il se sera déjà tiré avec le ballon en fait. Donc il faut regarder un petit peu ça. Et après, si on regarde les autres phases et les données de stratégie,
on peut avoir beaucoup de choses, mais principalement, je veux savoir à combien il saute, combien de temps il met pour sauter, et aussi comment il gère la phase de braking, parce que c'est celle-là qui a souvent un petit peu le plus de transfert, et finalement, la phase de propulsion, elle est vachement définie par celle-là. Donc, le braking, on peut regarder l'impulse, on peut regarder si on dissèque un peu l'impulse, la force moyenne et le temps de cette phase de braking. Parce qu'attention, on rejoint tous les tests. Dès qu'il y a une donnée qui est le produit ou le quotient de différentes données, il faut forcément disséquer. Par exemple, je t'ai dit au début que le RSI modifié, c'est pas ce que j'aimais beaucoup. C'est pas ce que j'aimais le plus, pardon. Mais en même temps, je t'ai dit derrière que le RSI modifié, qui est la hauteur de saut divisée par le temps mis pour sauter, mais je t'ai dit que je regardais la hauteur de saut et le temps mis pour sauter. Mais je ne le regarde pas sous forme de ratio, parce que dans tous les cas, si je prends la donnée RSI modifiée, je vais devoir disséquer derrière, parce que je peux avoir le même RSI, mais pas de la même façon. Et je peux sauter dans 3 mois et avoir le RSI qui a évolué, mais qu'est-ce que c'est qui a évolué ? Pas dans la bonne direction. Ouais, mais ta performance de base, ça reste quand même ton RSI. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un bon RSI. Il faut avoir un bon RSI, mais ce n'est pas la meilleure donnée de performance. Donc dans tous les cas, vu que tu vas regarder, pourquoi regarder la donnée directement ? Je suis d'accord. Après, ça reste des temps d'application de force qui sont longs. Ok. Bon, parfait, on va arriver à la fin. Là, on est déjà à 1 heure. On refera un 3e épisode si vous êtes chaud pour les tests un peu plus réactifs. Ouais, on n'a pas parlé de force réactive. Ouais. Merci en tout cas à tous les deux pour ces épisodes. Ces 2 épisodes, c'était vachement intéressant. Et merci à vous d'avoir écouté. Si le second épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À très vite sur Récup Active. Ciao, ciao.